C'est étonnant, non? Voici une émission de radiophonie rien que pour abîmer une belle chanson de Paolo Conte en la coupant en deux. Ça s'appelle Les Chroniques de la haine ordinaire. Le public, c'est-à-dire vous et moi, encore plus vous que moi qui ne sors jamais, se fait une idée imprécise du sentiment de félicité grandiose ressenti par un personnage public, c'est-à-dire moi, pas vous, quand il est reconnu dans la rue, dans les salons, et plus encore au restaurant où le patron se fait un devoir de lui offrir le pouce-café et la patronne en échange d'un autographe sur le livre d'or. Cependant, le personnage public se doit de rester humble et lucide face au légitime engouement dont il est l'objet. La première fois que j'ai sorti mon museau de devant la télévision pour le mettre dedans, c'était il y a 10 ans, lors d'une pantalonnade parajournalistique hebdomadaire qui s'appelait Le Petit Rapporteur, et qui drainait chaque dimanche l'attention de plus de 15 millions de scélérats amateurs d'espièglerie friponne et d'irrespectueuses bouffonneries. Jacques Martin, le grand ordonnateur de cette salubre bouffée d'exubérance, me voyant un jour ronronner de vanité nouvelle au milieu d'une brassée de téléspectateurs à stylo brandy, me fit une remarque que je n'ai jamais oubliée et qui me revient en mémoire chaque fois qu'un quidam enthousiaste me phagocyte les baskets, m'imposant ainsi à l'esprit l'idée saugrenue que je ne suis pas de la merde. « Vois-tu, mon cher Pierre ?» À l'époque, je m'appelais déjà Pierre et je lui étais encore cher. « Vois-tu, mon cher Pierre, il est important que tu saches que le nombre de gens qui te voient en un seul dimanche est à peu près 30 fois supérieur au nombre total des gens qui ont vu Louis Jouvet pendant toute sa carrière. Il est de fait que si chaque nouveau starion ululeur de rock départemental, si chaque nouvelle célébritouille microphonique, si chaque speakerine, si chaque détenteur de sourire de lavabo pour grabataire finissant méditait un instant cette remarque pleine de bon sens, combien de têtes de cul poudrées resteraient sur la commode avec humilité plutôt que de s'élever jusqu'à hauteur d'écran pour nous infliger l'héros convulsif de leur malaise gastrique à l'heure apaisante des digestions assises. En ce qui me concerne, c'est au demeurant en pleine conscience de cette évidence que je fais présentement de la radiophonie, dans le but estimable d'épargner aux voyeurs des lucarnes l'image soufflée aux picombières de la protubérance cérébro-joufflue qui me tient lieu de présentoir à pipe les jours où je me sens fumeux. Au cas où je me laisserais aller à me surévaluer l'ego à mes propres yeux, à l'occasion d'une flagornerie de quelques piliers vermoulus de mon fan-club des nains liétards, la rude réalité de mon insignifiance ne manque jamais de me remettre à ma place. Celle auprès du poêle au fond de la classe que j'eus le tort de quitter le jour où j'ai eu les moyens de m'offrir mon premier radiateur avec un chèque TF1. Ainsi me promenais-je radieux jeudi dernier au rayon lingerie des Galeries Lafayette, à l'heure du déjeuner que la secrétaire expédie d'un bec distrait pour avoir le temps de renouveler ses dentelles. Je méditais sur la vanité des choses sans perdre de vue ses doigts blancs aux ongles rouges frôlant d'un geste sûr et carmin les soies diaphanes et lumineuses des dessous affolants pour nos sens interdits. J'allais d'un pas moyen dans ces allées exquises, dardant au-dessus de l'intouchable gynécée un œil faux cul d'homme d'affaires pressé cherchant le rayon fumeur, quand je vis venir vers moi un couple tout à fait insolite en ces lieux. C'étaient deux vieux et gros glébeux à trogne cuite, extradés du Bas-Poitou par quelques noces à Paris. Ils portaient sur le dos les stigmates indélébiles de 40 ans d'emplette aux Dames de France de Champfleur-sur-Yvonne. Lui arborait une casquette neuve, plus fluo qu'écossaise, au-dessus d'une capote apatride où se dandinait sa couenne. Elle, radieuse à l'aube de son 3e âge, bloubloutait ses excédents dans un 2 pièces montgolfière. Gras dessus, gras dessous, ils obstruaient sans malice l'allée des petites culottes et s'imposaient à moi. Quand ils ne furent plus qu'à un pas de votre serviteur, c'est une image, vous pouvez vous brosser tout seul. L'opulente Coco Chamel s'arrêta pile, stoppant du même coup son Cro-Magnon qui manqua de piquer du nez dans un mannequin enguirlandé de chiffonneries noires et rouges plus érotique que 6 semaines à Bangkok. Ah ben ça alors, ah ben 20 Dieu, ah ben si je m'attendais, beuglait super molle, car c'était elle, dans l'oreille de son brontosaure à betterave. Ben qu'est-ce que t'as donc ma vieille, s'interloqua-t-il en regardant dans la même direction qu'elle, c'est-à-dire vers moi. En réalité, elle ne me regardait pas au sens humain du mot, c'est-à-dire que ses yeux n'étaient pas dans les miens mais un peu à côté. C'était, comment dire, un de ces regards qu'on jette aux objets. Un regard dont, à juste titre, on n'attend rien en retour. Un regard pour bibelot, un regard pour l'horaire affiché dans les gares. Avec en prime un étonnement majuscule, comme s'il s'était agi des horaires du train fantôme. « Mais qu'est-ce que t'as donc, ma vieille ?»
Mais enfin, tu vois donc pas celui-là, insistait-elle en le poussant d'une main vers moi, tout en me tirant vers lui par l'épaule, ce qui ne fit que renforcer en moi l'idée que je me faisais de son incroyable mépris à mon endroit. Mais enfin, regarde donc Raymond Bondelat. Ce type-là, tu vois bien qui que c'est? Ah ben non, qui que c'est donc? Mais enfin, c'est le con de la télé. Et lui, ah putain, mais c'est le con de la télé? Et à moi, c'est bien vrai, vous êtes le con de la télé? Avouez quand même que le con de la radio, c'est moins voyant. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. C'est étonnant, non?